Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, donc pour cet, atelier, conférence, intervention en tout cas sur les 24 heures, RH. Enchanté d'être avec vous, sur ces, 3 prochains quarts d'heure. Donc je suis Jonathan Piara, un des 2 cofondateurs de la société Flobo et donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment engager et motiver un apprenant et surtout quels sont les apports de la psychologie cognitive pour ce faire. Donc très rapidement, pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que je suis moi-même psychologue cognitiviste. J'enseigne en master 2 depuis 2012 et j'ai fait quelques années d'expérience dans ce domaine-là. Donc voilà. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas, je vais prendre 30-35 minutes de présentation. L'objectif, c'est qu'on se garde 10 minutes pour vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, en bas de votre écran, vous avez un petit bouton qui s'appelle questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et puis j'essaierai d'y répondre, en tout cas un maximum d'entre elles, à partir de 14h35, 40. On essaiera de se garder un peu de temps pour ça. Très rapidement, ce que fait Flobo. Donc aujourd'hui, Flobo, notre activité principale, c'est bien de digitaliser et faciliter le développement des talents en accompagnement d'entreprises, d'organismes de formation. Donc on fait à 55% de la digitalisation de formation pour nos clients. Donc c'est nous qui nous occupons de toute l'ingénierie pédagogique présentielle, distancielle, synchrone et asynchrone. On fait également toute une partie de conseils sur quel type d'outils s'équiper, quel type de LMS notamment, comment faire une bonne conception pédagogique, etc. Et on forme aussi beaucoup nos clients à la conception blended et à la création de modules de formation. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est quand même ça qui nous intéresse et ce pourquoi vous vous êtes inscrits aujourd'hui. Donc, les quelques objectifs, hein, c'est comment engager et motiver les apprenants et puis quelques outils, quelques éléments. L'objectif, c'est que je vous apporte, en tout cas que j'essaye de vous apporter des solutions concrètes à mettre en place dans vos cursus de formation. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre un peu, d'expliquer, d'expliciter, de quoi on parle quand on parle d'engagement et de motivation. Alors, tout d'abord, sur l'engagement, donc ça, c'est intéressant parce que c'est souvent un terme qui revient beaucoup. Donc là, j'en parle pas forcément qu'en termes de formation, hein, mais plutôt globalement. Et ça, c'est le Gallup qui nous a donné ces éléments-là il y a quelques années maintenant, hein. Donc le Gallup, c'est cet institut international qui fait des études sur l'engagement des salariés dans les entreprises à l'international. Vous vous souvenez sans doute, c'est souvent quand on entend les chiffres, les Français sont X% désengagés au travail, etc. C'est très souvent les études du Gallup qui nous donnent ces chiffres-là. Et donc, le Gallup nous a sorti ce tableau qui est assez intéressant pour nous dire que finalement, l'engagement des collaborateurs en entreprise, il reposait sur 4 grands piliers et 2 dimensions. Donc, les 4 grands piliers, c'est ceux qui vous sont affichés ici. C'est-à-dire qu'un collaborateur engagé doit être en soutien, impliqué, fier et satisfait sur 2 dimensions, à la fois sur son entreprise, mais également sur son poste. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ces 2 dimensions-là en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un collaborateur qui est, soutien, impliqué, fier et satisfait, mais uniquement sur son poste de travail, sur son job, sur son métier, mais pas vis-à-vis de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle un mercenaire. Donc, pas de problème à avoir des mercenaires en entreprise, hein, c'est pas le sujet, mais on ne va pas attendre d'eux, du coup, une implication particulière sur la collectivité, la vie de l'entreprise, tout ce qui va être after work, événements d'entreprise, etc., etc. C'est des gens que ça va pas intéresser. Donc, ils ne seront pas complètement engagés, hein. Quand on l'est que sur son métier, on n'est pas parfaitement engagé vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'intégralité de son poste. Quand on est à l'inverse sur ces 4 dimensions-là, donc en soutien impliqué, fier et satisfait, mais uniquement de l'entreprise, mais pas de son job, là aussi, c'est un peu inquiétant parce que on est très engagé dans les événements de l'entreprise, dans tout l'opposé de ce que j'ai dit juste avant. Par contre, sur son métier, on s'ennuie, et là, vous allez avoir tous les phénomènes de burn-out, brown-out, bore-out, donc tous ces termes-là qu'on entend de plus en plus. Et donc, finalement, les personnes vont déporter sur l'entreprise tout ce qu'elles ne retrouvent pas dans leur quotidien du métier. Donc, pour avoir un collaborateur parfaitement engagé, il faut bien qu'il soit sur ces 4 piliers-là, dans ces 2 dimensions, à la fois son entreprise, mais également son métier. Donc ça,
C'est intéressant pour nous parce que typiquement la dimension de montée en compétences, de formation, va pouvoir venir contribuer et aider sur ces 4 piliers-là, sur les 2 dimensions. Donc c'est ça qui va être intéressant. Autre élément, quand on parle d'engagement et quand on parle de motivation, alors ça, c'est une recherche qui date de 91, donc ça commence à dater un peu, hein, mais c'est toujours d'actualité, donc ça, c'est assez intéressant. C'est Agen, hein, qui découvre ça. Il sait qu'Agen, en 91, un autre psychologue, c'est ce qu'on appelle le comportement planifié. Alors, le comportement planifié, c'est quoi? C'est comment je peux m'assurer qu'un collaborateur ou que n'importe qui va adopter un nouveau comportement. Donc, ce qui est important, c'est vraiment cette notion de nouveau comportement. Et ce que vous pouvez voir sur le schéma qui est ici, c'est que finalement, il a réussi à déterminer que les gens qui avaient une intention comportementale, donc j'ai l'intention d'agir, j'ai l'intention d'aller faire du sport, etc., et bien plus l'intention était forte, plus c'était corrélé avec le passage à l'acte. Donc plus mon intention est importante, plus il y a de chances que je passe à l'acte, donc que le comportement soit effectif. Et donc, il ne s'est pas arrêté là, il s'est dit, d'accord, mais comment on peut déterminer l'intention de quelqu'un d'agir de telle ou telle façon? Et là, on peut prendre des comportements assez, assez classiques dont on entend beaucoup parler en ce moment, comme le tri des déchets, tout ce qui va être lié à l'environnement, à l'écologie, etc. On en a beaucoup entendu parler cet hiver avec le manque potentiel d'électricité. Donc, quelle est notre intention d'être plutôt pro-écologie ou en tout cas de faire attention à sa dépense énergétique, etc. Et donc, il a été creusé sur cette définition de l'intention. Comment on peut définir une intention comportementale? Et c'est là tout le talent d'Issek Ashgen, c'est qu'il a défini que cette intention comportementale, elle était définie sur 3 piliers. Et les 3 piliers sont ceux que je vous montre ici. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle l'attitude personnelle. Donc, déjà, est-ce que la personne a un regard vis-à-vis du comportement? Donc, si je reprends le tri des déchets, par exemple, est-ce que je considère que c'est une bonne chose ou pas de faire un tri de déchets? Donc, ça, c'est mon attitude personnelle vis-à-vis de ce comportement qui est de trier les déchets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la norme subjective. Est-ce que ma famille, mes amis, mes collègues trient les déchets? Est-ce qu'ils m'en parlent? Est-ce qu'ils m'en parlent en bien, en mal? Donc, quelle est ma norme subjective, donc mon entourage? Quelle est leur attitude à eux vis-à-vis de ce comportement-là? Et puis, il y a le troisième pilier, et c'est celui qui pèse le plus dans notre intention comportementale, qui est justement notre comportement, notre contrôle comportemental perçu. C'est-à-dire, je peux avoir une attitude très positive vis-à-vis du tri des déchets. Je peux avoir des gens autour de moi qui me disent c'est facile, c'est vachement bien, c'est écologique de le faire. Mais moi, je vais me dire ben ok, mais c'est compliqué parce que je me sens pas capable de le faire. J'ai un petit appartement, j'ai pas forcément la possibilité d'avoir 3 ou 4 poubelles chez moi. Et en plus, en bas de mon immeuble, il n'y a qu'une seule poubelle. Il y a pas toutes les poubelles qu'il faut. Et donc, je vais me mettre des contraintes, en tout cas, je vais percevoir que dans mon comportement, ça sera compliqué si je devais faire le tri de déchets. Ou au contraire, j'ai bien tous les bacs qui vont, ça va être facile pour moi d'adopter ce comportement-là, etc., etc. Donc, c'est vraiment le dernier point, c'est quelle est ma capacité à percevoir la difficulté ou la facilité que je vais avoir à agir, à faire ce comportement-là. D'accord? Donc c'est un peu, voilà, de la même façon, faire une quiche, est-ce que, j'ai tous les ingrédients? Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'ai la recette? Donc tous ces éléments-là, vont m'aider à adopter ou pas ce comportement. Donc vous voyez, c'est comme pour une recette de cuisine, c'est tous ces sujets-là et donc plus ces 3 piliers-là sont forts, donc sont effectivement positifs, plus je vais avoir une intention, comportementale positive, plus il y a de chances que j'adopte un comportement. Et ça, c'est un élément qui est absolument essentiel, encore une fois en formation, hein, on parle bien d'engagement des apprenants, pour dire bah, finalement, quand je les envoie en formation, mes collaborateurs, mes apprenants, c'est bien pour qu'ils adoptent un comportement, soit qu'ils fassent quelque chose de mieux, qu'ils le fassent plus ou qu'ils le fassent moins avec une meilleure qualité. Donc en tout cas, on agit bien sur un comportement à adopter, que ce soit du hard skill ou du soft skill. Et donc, ce qui vient d'être intéressant ici pour les engager dans leur formation, c'est de s'assurer au préalable qu'ils vont bien avoir l'intention d'adopter un nouveau comportement. Parce que si j'envoie des collaborateurs en formation qui n'ont aucune intention de changer leur manière de travailler, leur façon de faire, bah, vous pouvez toujours les envoyer en formation. Il ne faudra pas s'étonner qu'ils ne sont pas très engagés et que du coup, ils n'adoptent pas le comportement requis.
Donc ça, c'est important. Et comment est-ce que je peux faire ça en entreprise? Tout simplement, hein, les fameux questionnaires qu'on peut poser. Alors souvent, c'est des questionnaires d'évaluation de niveau sur un sujet de formation. Mais au-delà du niveau, vous voyez qu'ici, je ne parle pas de niveau, hein. Est-ce que je sais faire du tri ou pas? Ce n'était pas le sujet. Là, c'est vous voyez, des types de questions qu'on pourrait me poser sur qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je me sens capable de le faire? Etc. etc. Et ça, c'est important parce que ça vous garantit quelque part d'avoir des collaborateurs qui seraient prêts à agir et donc qui seront ouverts au sujet de la formation, donc attentifs et donc forcément plus captifs sur l'intégralité des éléments de montée en compétences qui seront prodigués pendant la formation. Donc ça, c'est vraiment important. Alors concrètement, quand on se dit ça, ça veut dire quoi, hein, pour l'information? Sur le premier sujet, hein, dont je vous parlais sur l'engagement, déjà, il faut essayer de faire prendre conscience aux collaborateurs de leurs besoins de formation. C'est-à-dire les plans de formation où on oblige les gens à y aller parce que c'est le plan de l'entreprise, parce qu'on a payé un formateur qui nous dit qu'il a, la possibilité d'accueillir 8 à 10 participants qu'on remplit absolument parce que, on se dit tant qu'à faire de l'avoir payé, je vais remplir ma session, ce qui économiquement s'entend parfaitement, pédagogiquement n'a pas toujours beaucoup de sens. Donc là, c'est important de se dire, finalement, est-ce que les apprenants que j'envoie en formation, ils ont bien conscience de cette nécessité de se former? Ça, c'est un premier point. Ensuite, est-ce qu'ils ont conscience aussi des bénéfices opérationnels de la formation? Ça, c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, sur cette notion d'engagement, c'est que finalement, si j'envoie quelqu'un en formation, qu'il ne sait pas ce qu'il va pouvoir en faire concrètement sur le terrain quand il va revenir de formation, et qu'il a un manager qui lui dit bon, tu t'es amusé pendant 2 jours, mais tu as tous ces dossiers-là qui t'attendent, donc vite, 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 dépêche-toi. Pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de sens. Donc c'est extrêmement important là aussi de vraiment montrer en quoi opérationnellement la formation, la pédagogie qui va être mise en œuvre va aider votre collaborateur dès le lendemain ou en tout cas dans la suite de la formation sur le terrain. Ça, ce sont des points absolument essentiels. Et donc, pour ce faire, évidemment, il faut impliquer le manager, encore et toujours le manager, mais c'est absolument indispensable que les managers soient parfaitement impliqués dans la montée en compétence de leurs collaborateurs. Ça fait partie de leur mission que de faire monter en compétence leurs propres collaborateurs. Et donc, un manager qui enverrait un collaborateur en formation sans s'être préoccupé au préalable justement de sa montée en compétence, de son niveau initial, du niveau attendu, etc., etc., finalement, il ne fait pas son job. Et donc, tout l'enjeu des ressources humaines, c'est aussi comment j'accompagne les managers à prendre conscience de ce rôle-là dans la montée en compétence de leurs collaborateurs. Et il est absolument indispensable qu'ils soient complètement intégrés dans ce processus de montée en compétence de leurs propres collaborateurs. Et puis, forcément, une fois que j'ai impliqué mon collaborateur, que je lui ai démontré les bénéfices opérationnels, que son manager est en phase avec ça, j'envoie en formation, on est tous bien au clair sur ce qui va s'y passer, mais qu'est-ce qui se passe après? Et donc là aussi, hein, c'est important d'aller effectuer un suivi post-formation autant que faire se peut avec une grille d'évaluation, une grille d'observation du collaborateur lui-même, hein, qui pourrait dire j'étais au niveau A, je suis passé au niveau B. Et comment j'ai réussi à observer que j'étais peut-être plus à l'aise, c'était peut-être plus facile pour moi de faire un certain nombre de tâches après la formation qu'avant, etc., etc. Mais en tout cas, pour avoir des retours opérationnels de l'efficacité, la fameuse efficacité de la formation. Sur la deuxième partie, sur le comportement planifié, là, typiquement, hein, c'est ce dont je vous parlais sur l'évaluation amont, c'est aussi d'interroger vos apprenants sur quelles sont leurs envies, leurs besoins, leur expérience en formation et évidemment d'en tenir compte pour construire des formations qui soient le plus adaptées possible à leurs enjeux, à leurs envies, mais aussi aux besoins opérationnels, toujours et encore, parce que les entreprises, l'objectif, c'est pas de former les gens pour leur faire plaisir, c'est de les former pour les fidéliser, les engager, mais aussi pour faire grandir, grossir l'entreprise, pour favoriser la croissance de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Derrière, c'est aussi pour favoriser cette norme subjective, hein. Vous vous souvenez, je vous ai dit, un des 3 piliers, c'est aussi qu'en pense mon entourage. Et n'hésitez pas à faire diffuser ou à diffuser les avis des collaborateurs qui ont été sur une formation, diffuser leurs avis de cette formation auprès de tout le monde. Hein, que chacun de vos collaborateurs en ait entendu parler et se dise: «Ah oui, c'est vrai, mon collègue, il m'a dit que cette formation-là était particulièrement comme ceci ou comme cela, mais finalement,
je vais favoriser une norme subjective positive pour garantir, pour m'assurer que les collaborateurs qui vont aller sur cette formation ont déjà un a priori plutôt favorable sur la formation en question. Et puis, démontrer pardon, sa facilité d'accès et d'usage. Et là, c'est en particulier vrai pour tout ce qui va être e-learning, classe virtuelle. Donc, souvent, une des premières réticences des apprenants, c'est compliqué d'aller se connecter. C'est difficile, j'y arrive pas, il y a trop de clics, je me perds dans la plateforme, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quel était mon module, je ne savais pas comment le faire. Alors que, on le sait tous, il y a des notifications, il y a des mails automatiques qui tombent avec des liens directs, mais les mails, ils tombent dans l'oubli très rapidement. Donc ensuite, la personne, elle essaye de se connecter sur la plateforme, elle se perd, etc. Donc très vite, ça devient un frein à l'accès à la formation et ça devient aussi une excuse, plus ou moins facile de la part des collaborateurs, pour dire j'ai pas pu me former, j'ai pas pu aller faire mon e-learning parce que je l'ai pas trouvé, c'est difficile de se connecter, etc., etc. Donc là aussi, un des éléments importants à mettre en avant pour faciliter l'accès et donc agir sur le contrôle comportemental perçu, c'est de dire, regardez, en 3 clics, via le moteur de recherche de la plateforme LMS, votre login mot de passe, bah, si vous l'avez oublié, votre mot de passe, c'est pas grave, vous pouvez en faire un très rapidement en 2 clics, etc. etc. C'est vraiment de faire des petites vidéos, des petits tutoriels, pourquoi pas des webinaires à date récurrente, une fois par mois, sur comment accéder à ces formations en ligne, etc. Mais en tout cas, de montrer à vos collaborateurs la facilité d'accès qu'ils ont à aller sur leur module e-learning. Alors, évidemment, il faut que la plateforme soit adéquate et puisse justement être la plus facilitante possible et donc la plus ergonomique possible. Mais l'idée, en tout cas, c'est de leur démontrer la facilité d'accès pour éviter d'avoir ce frein, en tout cas, à la formation. Donc voilà, en tout cas, pour ces sujets d'engagement. Ensuite, on a ces sujets de motivation. D'accord. Donc là, on a vu comment engager ses collaborateurs et faire en sorte que voilà, ils y aillent en ayant envie d'y aller. Ensuite, il y a ces sujets de motivation. Est-ce que je suis motivé à suivre une formation? Est-ce que je suis motivé pour monter en compétences? Donc, il y a tous ces points-là. Quelle est la motivation finalement de vos collaborateurs sur vos sujets de formation? Ce qui est important ici, donc là, c'est un peu plus ancien comme étude, c'est Herzberg en 67, donc effectivement, c'est plus très jeune, qui a réussi à démontrer qu'il y avait 2 typologies de motivation, la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Donc extrinsèque, c'est tout ce qui vient de l'extérieur, donc des collaborateurs, de l'environnement, etc. Et intrinsèque, ce sont vraiment les ressources internes propres à chacun que je vais être en capacité de mobiliser chez moi pour agir, pour faire une action. Et donc là, alors je crois que c'est le slide d'après, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ce que nous démontre Herzberg, c'est que ça va souvent à l'encontre de ce que font les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les motivations, les leviers extrinsèques, c'est tout ce que vous voyez ici. Donc, c'est les avantages, l'intérêt pour son métier, la rémunération, son statut, l'ambiance au travail, la relation avec son manager, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments extrinsèques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ces éléments sont vécus comme étant présents ou positifs par le collaborateur, c'est jugé comme étant normal. C'est normal d'être payé correctement, c'est normal d'avoir une ambiance agréable au travail, c'est normal de bien s'entendre avec son manager. Ça ne fait pas un levier de motivation. Je ne me lève pas le matin pour ça. C'est logique. Par contre, si le collaborateur considère qu'un de ces points-là ou plusieurs, bah, que ça n'y est pas, en tout cas que lui ne s'y retrouve pas, ça devient un irritant. Et donc, par définition, un irritant, ça gratte et donc ça va me gratter toute la journée, ça va me gratter tous les jours. C'est pas forcément pour ça que je vais partir de l'entreprise. Par contre, je vais râler, je vais en parler, je vais l'exprimer. Je suis pas content, ça me plaît pas, ça m'irrite. Mais ça ne me démotive pas. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça va commencer à me démotiver, mais c'est pas ça qui est un des facteurs de démotivation de vos collaborateurs. Par contre, les leviers intrinsèques, alors là, je vous ai mis que les 3 prioritaires de l'étude d'Ernstberg, ce sont des vrais leviers de motivation intrinsèque. Donc, c'est ce que chacun entre nous, nous portons en tant que levier de motivation intrinsèque. Donc, vous en avez 3 grands. Encore une fois, il y en a plusieurs, mais je vous ai remis que les principaux. Vous avez déjà le premier, qui est quand même très intéressant pour notre sujet de formation et de montée en compétences, qui est celui justement d'apprendre et découvrir régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire apprendre sur tout et n'importe quoi, mais on a une curiosité intrinsèque chez l'être humain qui fait qu'on a cette motivation en nous d'apprendre, de découvrir des choses. Encore faut-il que ça ait un lien, que ça ait du sens avec ce que les gens font au quotidien. Donc ça, c'est important de dire comment je vais vous favoriser votre apprentissage, votre montée en compétences
un peu répondre à votre curiosité naturelle que vous pouvez avoir ou solliciter votre curiosité. Et donc là, on va avoir des leviers de motivation intrinsèques pour aller découvrir des choses. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à challenger, motiver, en tout cas, à aller venir sur ces points-là auprès de vos collaborateurs. Le deuxième point de motivation intrinsèque, c'est éviter l'effet tunnel et offrir des perspectives d'évolution. Alors, perspective d'évolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, je sais que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, il y a une perspective, il y a un débouché. Ça peut être une mobilité transversale, ça peut être une mobilité verticale, horizontale, ça peut être une mobilité géographique, ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de poste. Peu importe, en tout cas, c'est pas le tunnel sans fin qui fait que je vais faire tous les jours la même chose et que ça se finira jamais et que de toute façon, je n'ai aucune autre possibilité que de faire ce que je fais aujourd'hui de la même façon tous les jours au quotidien. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi dans nos parcours de formation, dans nos parcours de montée en compétences, indiquer aux collaborateurs que ça va les servir, ça va les aider dans leur objectif de perspective. Ça, c'est important. Le dernier point, c'est justement d'avoir cette notion de contribuer, que je ne suis pas juste une pièce parmi tant d'autres, mais bien que j'ai une contribution vis-à-vis de quelque chose qui est plus grand que moi, qui me dépasse, qui va au-delà de juste ma tâche à moi, que cette tâche-là, ou en tout cas que cet ensemble de tâches, cet ensemble de missions que je fais au quotidien, contribue et que je fasse bien le lien entre ce que je fais au quotidien et ma contribution à remplir, à atteindre la vision de l'entreprise, l'ambition de croissance, l'ambition de développement à l'international. Quand bien même mon poste n'a aucun lien avec ce développement direct, forcément, j'y contribue. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie trop souvent et que les managers notamment oublient trop souvent, c'est de raccrocher leurs collaborateurs, de raccrocher les missions de leurs collaborateurs avec l'enjeu, avec l'ambition globale de leur entreprise. Donc ça, c'est un des leviers extrêmement importants de motivation intrinsèque pour vos apprenants, de leur dire, ben voilà, quand vous apprenez à développer telle ou telle compétence, ce n'est pas que pour améliorer votre quotidien, c'est aussi pour contribuer à améliorer l'intégralité de votre métier et donc, de ce fait, l'intégralité de votre service et donc des autres services de l'entreprise et donc, in fine, de l'entreprise elle-même. Donc ça, c'est vraiment important de raccrocher toujours à ce sens-là. Et là, quand on active ces leviers-ci, on est vraiment dans des situations qui sont motivantes, avec cette dimension qu'on va pouvoir activer de flow, j'y reviendrai juste après. Et au contraire, hein, quand les collaborateurs considèrent que ces situations-là ne sont pas présentes, ou en tout cas qu'eux considèrent qu'elles ne sont pas présentes, on est dans des situations démotivantes et on va pouvoir entendre cette petite musique de fond qui dit bah, finalement, j'apprends plus rien, j'ai aucune perspective, je sais même pas à quoi je sers dans l'entreprise. Je pense que je sers pas à grand chose, voire je sers à rien. Si j'étais pas là, ça changerait rien. Et donc, vous allez avoir des situations démotivantes avec du départ ou, dans le pire des cas, ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir le burn-out ou le bore-out, hein. Donc, cet ennui au travail, voire cette espèce d'état dépressif que vous pouvez retrouver chez certains de vos collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est quand même d'éviter ça. Donc, par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, je vous donne un tout petit guide du concepteur motivant, en tout cas qui va favoriser la motivation de vos apprenants. L'enjeu, c'est vraiment déjà de se dire, OK, comment je peux analyser ma cible apprenante? À qui je vais m'adresser? À qui je parle? Et donc là, c'est vraiment quel est son niveau de compétence initiale. On a tous un niveau de compétence initiale, on ne parle jamais de zéro, quand bien même certains disent non, je pars de zéro. En fait, non, on a toujours une idée préconçue d'un sujet, quel qu'il soit, même si cette idée est fausse, même si c'est très flou, on a au moins une petite idée. Et puis, quelles sont les attentes des apprenants? D'accord? Donc, au-delà de leur niveau, est-ce qu'ils ont des attentes précises au regard de leur montée en compétences? Donc ça, c'est important d'aller diagnostiquer, d'aller analyser ces éléments-là auprès de votre cible apprenante. Le deuxième point, une fois que j'ai bien compris qui était mon apprenant ou qui étaient mes apprenants, je vais sélectionner finalement les différentes modalités les plus en adéquation possible avec ma cible et mon sujet. Donc là, en termes de modalités, j'entends, est-ce que c'est plutôt du module e-learning? Est-ce que c'est plutôt de la classe virtuelle? Est-ce que c'est plutôt du présentiel? Est-ce que c'est un parcours blended où on va mélanger ces modalités pédagogiques qui vont se rapprocher le plus possible justement de ma cible apprenante, de ses enjeux et des objectifs opérationnels? Et puis ensuite, maintenant que j'ai cette idée assez claire du qui et du quoi, je vais passer au comment. Et donc comment
quel type d'atelier je vais concevoir, quelles règles de pédagogie de l'adulte je vais mettre en place, est-ce que je vais faire de la classe inversée, est-ce que je vais commencer par une question de positionnement, une question de découverte, est-ce que je vais faire découvrir à mes apprenants une dimension avant de leur apporter la solution, est-ce que je vais les faire jouer, est-ce que je les mets dans une posture de scénarisation. Ça aussi, hein, ce sont des éléments aujourd'hui dont on entend beaucoup parler, la gamification, la scénarisation, qui sont des éléments clés d'engagement et de motivation des apprenants, mais qui ne sont que des surcouches à la pédagogie. Si j'ai pas bien conçu en amont, si j'ai pas une vraie pédagogie, alors vous pouvez scénariser et gamifier tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait du sens et il faut avoir d'abord réfléchi à la pédagogie, à la montée en compétences, précisément pour tel type d'apprenant, pour ensuite gamifier, scénariser vos projets de formation. Alors, j'avance un peu parce qu'on a encore pas mal de points à voir. Donc, en synthèse, évidemment, sur cette partie de motivation et d'engagement, 4 points clés. Le premier, favoriser la motivation de vos apprenants en donnant du sens. À quoi ça sert, pourquoi, vers quoi. Essayez de varier au maximum les plaisirs, synchrones et asynchrones. Synchrone pour la rencontre, pour les échanges, pour l'humain, pour la confrontation des idées. Et l'asynchrone, donc tout ce qui va être plutôt module digital learning, e-learning, etc., pour laisser aux apprenants la possibilité d'apprendre à leur propre rythme, en autonomie, en se testant, en retestant, en échouant un quiz, en le refaisant autant de fois qu'ils le veulent, etc. Ça, c'est important d'avoir ces deux dimensions-là dans vos parcours de formation pour aider la mise en confiance et la montée en compétence de vos apprenants. Oubliez les groupes, pensez communauté. Ça, l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer des communautés d'apprenants autour d'une thématique, d'un sujet, en favorisant les échanges. Donc, c'est pas juste mettre à disposition un forum, mais c'est alimenter un forum, créer des déjeuners, si c'est sur un même site de production ou un site comme le siège d'une entreprise, etc. Des déjeuners dédiés à une thématique de formation. En tout cas, voilà, d'avoir cette notion de favoriser ces communautés d'apprenants. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants et qui sont clés et qui vont contribuer au développement de l'engagement et de la motivation de vos apprenants en formation. Et puis, pour ceux qui auraient la référence de Dragon Ball Z, donc les années 90, devenez Gogeta. Donc, c'est vraiment l'hybridation. Souvent, l'analogie que je prends, c'est la différence entre le smoothie et la salade de fruits. Beaucoup de gens qui font du blended font plutôt de la salade de fruits, c'est-à-dire un peu de module e-learning, un peu de présentiel, un peu comme l'ananas, le kiwi, l'orange. Et ça marche pas bien. Ça marche pas bien parce que l'apprenant, il peut choisir, bah, moi, je préfère faire ci, je préfère faire ça, et c'est pas grave si j'en mange un et pas l'autre. L'idée, c'est vraiment de passer plutôt en mode smoothie ou en mode complètement hybride. Et finalement, peu importe les modalités, j'ai bien conçu un parcours de montée en compétences, un parcours de formation qui a du sens, qui a une vraie progression pédagogique, que ce soit de la classe virtuelle, du module e-learning ou du présentiel, peu importe, il est nécessaire de passer par mes différentes étapes pour avoir l'intégralité de ma montée en compétences. Donc, c'est là où il faut vraiment penser à ces éléments-là. Quelques outils, en tout cas quelques aides pour favoriser tout ce que je viens de vous raconter. Puis après, on pourra passer à vos questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas dans le chat ou dans l'onglet questions à poser des questions. Je vais garder un peu de temps pour ça. Donc, 3 outils, en tout cas 3 typologies d'aides que vous pourriez avoir pour favoriser justement l'engagement et la motivation de vos apprenants en parcours de formation. Donc, le nudge, le tutorat et les outils collaboratifs. Alors, je vais commencer par le nudge. Alors, ce que vous voyez ici, là, au milieu, c'est une photo, on ne voit pas très bien. C'est dans les fameuses toilettes, et notamment là, c'était en Allemagne, donc c'est les toilettes pour les hommes, en l'occurrence. Ce que vous voyez ici, c'est pour faire jouer les hommes qui vont uriner dans ces urinoirs. Et ben, vous avez une fausse cage de foot avec un petit ballon, et l'objectif, vous l'aurez deviné, c'est de marquer plein de buts. Donc, le petit ballon, il est attaché avec une ficelle. C'est une photo que j'ai prise, c'était à Noël dernier, quand j'étais en Allemagne. J'ai trouvé ça dans une. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'était sur une aire d'autoroute. Il y avait des toilettes comme ça. Donc là, on est typiquement dans le nudge. Et le nudge, c'est quoi? C'est ce fameux coup de pouce. C'est le côté, on va vous inviter, on va vous aider à faire une action. Et en plus, il se trouve que la création du nudge, de la notion de nudge, ça vient des toilettes, et c'était toute une étude sur la propreté dans les toilettes. Et là, c'était un chercheur, je crois que c'est néerlandais, si je ne dis pas de bêtises, qui avait mis une petite étiquette de mouche au fond des toilettes. Et finalement, les hommes s'amusaient à viser la mouche, et donc ils avaient mesuré qu'il y avait moins d'urine à côté des toilettes que dedans. Donc là, en Allemagne, ils ont tronqué la mouche contre la cage de foot. Pourquoi pas? Ça marche aussi, a priori. Et donc voilà, l'idée, c'est en formation, en tout cas, c'est de donner des coups de pouce, d'aider vos apprenants à poursuivre leur parcours,
à donner vraiment des éléments comme ça d'aide à l'effort pour maximiser leurs engagements. Donc, ça va être quoi? Ça va être des petits messages d'encouragement. Bah voilà, tu as déjà fait 50% de ton module e-learning, il t'en reste encore 50% avant d'attaquer le présentiel. N'hésite pas à nous contacter si tu as des difficultés pour poursuivre ton module. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces petits messages de relance que vous pouvez avoir, et ça peut être des petits challenges, des petits défis, des petites questions. Tenez, est-ce que vous êtes allé voir la question posée sur le forum avant le présentiel? Qui a trouvé la bonne réponse, etc. Ça change aussi les notifications un peu traditionnelles qu'on a du LMS. Il vous reste 3 modules à faire dans votre parcours, qui sont des choses souvent très administratives, très carrées, qui ne donnent pas envie aux apprenants, qui ne nous donnent pas envie à nous, donc ça ne va pas leur donner envie à eux de poursuivre leur formation. Donc là, je vous invite vraiment à changer tous ces messages-là, à les humaniser et vraiment à en faire des nudges, justement, des éléments de nudge pour encourager, gamifier vos apprenants dans la poursuite de leur cursus. Hein, donc là, vraiment, ce sont des éléments qui peuvent vous aider. Ensuite, il y a le tutorat. Alors là, évidemment, le tutorat, ça veut dire mettre de l'humain, donc du temps, donc potentiellement de l'argent, de l'énergie, à suivre le parcours de vos apprenants. Et voyez la photo, j'ai cherché une photo qui pouvait illustrer le tutorat. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette photo-là, c'est on ne fait pas à la place d'eux. D'accord. On est vraiment là, un peu comme un coach sportif, comme un tuteur qui va aider la plante à pousser. C'est pas moi qui fais pousser la plante, c'est pas l'adulte ne fait pas courir l'enfant, l'enfant il court tout seul, mais il a besoin d'aide, il a besoin d'accompagnement pour savoir où aller, dans quelle direction, est-ce qu'il est perdu, est-ce qu'il sait encore comment le faire, où aller, est-ce qu'il y a des raccourcis, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent l'aider sur sa respiration, etc., si je file la métaphore de la course à pied. Donc, on est vraiment dans une approche pédagogique qui n'a pas d'apport théorique. On ne va pas être ici pour faire de l'apport de contenu, mais bien pour favoriser une montée en compétences. Donc là, on est vraiment favoriser la réussite. On est là pour soutenir, pour donner des aides, du raccourci. Et donc, typiquement, hein, ici, le tuteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'identifier les besoins. Je vous ai mis 6 points clés. Identifier les besoins de son apprenant. Vous devez évidemment sélectionner qui sont les bons tuteurs, les bons référents pour ça. Quels sont les objectifs de ce tutorat? Comment est-ce que je peux structurer mes sessions pour vraiment être dans du questionnement? Où est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Où est-ce que tu as encore des difficultés? Qu'est-ce qui te pose problème? Etc. etc. Évidemment, l'objectif étant de fournir un maximum de feedback, de retour à l'apprenant sur ces difficultés-là pour l'aider. Et évidemment, l'enjeu, ça va être d'évaluer votre efficacité de tutorat et donc avoir cette dimension d'aide et d'accompagnement. Le dernier point, ce sont tous les outils collaboratifs. Alors, ça aurait été beaucoup trop long de toute façon, j'aurais pas pu vous parler de tous les outils collaboratifs qui existent. Donc là, l'enjeu, c'est un peu de faire. Souvent, l'analogie, c'est de faire un peu son Bernard l'ermite, quoi. Je vais aller choper une coquille vide et puis je vais essayer de la remplir. Ça sert à rien de réinventer la roue. Il y a énormément d'outils qui existent. Donc, allez choper ce qui existe à droite, à gauche. Il y a plein d'outils pour plein de fonctions différentes. Il y a des mind maps gratuits sur Internet ouverts de listes d'outils avec lesquels sont gratuits, lesquels sont payants, etc. Ce qui est important, c'est ne rentrer jamais dans une conception pédagogique par l'outil. L'outil, c'est qu'un moyen. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les outils collaboratifs, ça peut vous aider sur tout un tas de sujets. Donc, ce que je vous mets ici, c'est vraiment faire participer vos apprenants, des fois de manière anonyme, pour les aider à s'exprimer et éviter la fameuse ah excusez-moi j'ai une question débile. Bah non, il n'y a pas besoin de dire que ta question elle est débile, elle n'est pas débile, mais pose-la de manière anonyme, comme ça tu es plus libre et donc il y aura peut-être plus de questions et ce sera plus intéressant pour tout le monde. Et donc ça c'est vraiment important de favoriser les exercices, favoriser les initiatives des différents apprenants et donc vraiment à un niveau individuel et collectif, en synchrone et en asynchrone. Donc là aussi, tout l'enjeu pour vous dans la sélection des outils collaboratifs, c'est de quels sont vos besoins. Est-ce que c'est du collaboratif? Est-ce que c'est du challenge? Est-ce que c'est de l'individuel? Est-ce que c'est pour du mind mapping? Est-ce que c'est pour du brainstorming? Est-ce que c'est pour faire de la schématisation des processus, etc., etc. Donc il y en a plein. Ensuite, l'idée, c'est n'hésitez pas à faire une petite démo pour vos différents usagers pour être sûr qu'ils puissent s'emparer de ces outils facilement. Adoption de nouveaux outils, pas toujours évident. Le bon outil pour le bon besoin. Malheureusement, il n'y a jamais un seul outil qui fait papa-maman et qui fait tout bien. Ça n'existe pas. Donc, il y a forcément plusieurs outils. Ce qui peut être une difficulté aussi, c'est de démultiplier les outils. Donc, attention, allez plutôt choisir vraiment un, deux, trois outils maximum, mais qui vont favoriser comme ça la collaboration et l'apprentissage chez vos apprenants.
Et je vous en ai mis quelques-uns qui ne sont pas forcément des outils en termes de nom d'outils marketing, mais plutôt des typologies d'outils, comme par exemple le wiki. On a tous aujourd'hui sur Teams, notamment sur Microsoft Teams, un onglet wiki qui est natif de la solution, qui vous permet de créer un dictionnaire partagé par vos apprenants sur une formation. Très bon outil d'évaluation pour dire, remplissez-moi ce wiki-là avec les définitions que vous avez compris des différents termes clés qu'on a abordés pendant notre formation. Par exemple, mettre en place des jeux, du mind map, un forum, encore faut-il l'alimenter, etc., etc. Donc il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils aujourd'hui qui existent. J'ai été un peu en mode fleuve, il est pile 35, c'est ce que j'avais prévu pour nos 10 minutes qui nous restent sur cette session d'aujourd'hui pour vos questions. Donc, à vos questions, je ne sais pas, Charlotte, je crois que tu es en shadow pour trouver les questions de nos participants. Oui, déjà, merci, Jonathan pour toute cette presse. Effectivement, il y a eu pas mal de questions, certaines en fait, dont tu as déjà répondu, au cours de ta présentation. Je reviens d'abord pour savoir, donc il y avait une question qui était justement comment est-ce qu'on va évaluer l'engagement finalement d'un apprenant? Alors, la mesure de l'engagement de l'apprenant, elle va être finalement assez, assez simple à mesurer quand vous êtes dans un parcours blended. Quand on est en présentiel, uniquement en présentiel, c'est très compliqué de mesurer l'engagement de l'apprenant, si ce n'est son envie de participer aux activités. Par contre, au moment un peu plus théorique, s'il y a une présentation, on va dire, un peu plus théorique, vous ne savez pas s'il est particulièrement engagé ou pas. Quand vous êtes dans un parcours blended, vous allez pouvoir mesurer le taux d'engagement de votre participant, tout simplement le nombre de fois qu'il a fait des modules e-learning, le temps qu'il y a passé, le score qu'il a obtenu, et surtout, là où ça va être intéressant, et c'est ce que je vous invite à faire pour mesurer l'engagement de vos apprenants en formation, c'est pas de le faire pendant la formation, c'est de le faire après. Et donc d'aller évaluer l'état des lieux de l'apprenant à l'issue de sa formation, qu'est-ce qu'il a mis en place et d'aller interroger l'apprenant sur, OK, maintenant que tu as suivi la formation, qu'est-ce que tu mets en œuvre? Qu'est-ce que tu mets en place très concrètement? À quoi ça t'a servi? Et c'est là que vous allez pouvoir finalement mesurer sa compréhension, son engagement et son envie de mettre en œuvre tout ce qu'il a vu ou pas vu pendant la formation. Donc, c'est vraiment cette passerelle sur laquelle je vous invite à aller entre les moments de formation pure et le moment opérationnel. Et pour moi, la nécessité ici, c'est vraiment d'aller fusionner ces deux mondes qui, encore aujourd'hui, sont trop différenciés, sont trop séparés, alors que finalement, si on forme les gens, c'est bien pour qu'ils agissent sur le terrain après la formation. Donc voilà, ça c'est une façon, en tout cas, d'aller mesurer l'engagement de vos apprenants. OK. Une autre question, aussi de la part de Christelle qui disait finalement quand tu parlais du nudge, est-ce Oui. qu'il n'y a pas le risque que ça fasse l'effet inverse et qu'au contraire ça puisse, agacer et du coup à force de se sentir, complètement spammé quoi? Oui, alors tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça qu'il faut le faire de manière assez fine et intelligente. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur la gamification. Si ça devient du gadget, ça sert à rien. Les apprenants le voient, le ressentent, et donc on va avoir ce phénomène de ras-le-bol, spam, etc. Donc tout l'intérêt, c'est que ce soit bien raccord avec le sens de la formation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les notifications qu'on a des plateformes LMS, attention, vous avez encore un module dans votre parcours, etc., ça, c'est du spam. Et quand ça fait du spam, les apprenants ne lisent même pas le mail. Ils voient que le mail il tombe de leur plateforme, ils le jettent, ils l'ouvrent même pas. Vous pouvez regarder les taux d'ouverture de vos notifications LMS, je vous garantis qu'elles ne doivent pas être brillantes. Et c'est normal. Par contre, si je commence à mettre du storytelling, si je commence à créer vraiment une histoire, un lien avec mes apprenants sur l'ensemble de ces modalités-là, et que je le fais par exemple tous les lundis, j'envoie un message, ça peut être le message du lundi, les apprenants vont même l'attendre, s'ils sont prévenus en amont, vous voyez, tous les lundis, dans ce parcours de formation, vous allez avoir un petit message. Dans ce message-là, il y a une clé pour déverrouiller un code qui vous permet d'accéder au module d'après, ou il y a un indice pour bien répondre au quiz final, etc., etc. Ça vous coûte rien, ni en temps ni en énergie, juste un peu en conception initiale, et après ça va dérouler tout seul. Donc c'est sûr que si vous faites des notifications tous les jours, 3 fois par jour, là vous spammez tout le monde. Donc le nudge, ça doit faire partie, un peu comme le smoothie de tout à l'heure, de l'intégralité de votre parcours, mais de manière complètement fusionnelle avec la montée en compétences. C'est pas une couche supplémentaire que je vais rajouter à la fin en me disant tiens mince, je vais rajouter du nudge et donc je vais faire plein de notifications. Sinon ça marche pas.
Je rebondis aussi du coup sur ta réponse. Tu parlais tout à l'heure de gamification. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi en formation que ce soit juste perçu finalement comme un gadget? Tout à fait, tu as raison. C'est vrai que la gamification, on en entend beaucoup parler. C'est un terme, c'est un peu un buzzword en ce moment. Les gens parlent beaucoup de gamification, le jeu, le jeu, le jeu. Les gens, ils apprennent en jouant, etc. C'est vrai, ça marche si et seulement si le jeu a du sens par rapport à l'objectif pédagogique. Si vous faites un jeu, si vous faites faire un jeu à vos apprenants juste pour jouer, mais qui n'a aucun intérêt pédagogique, ils vont très vite le sentir, très vite le voir et donc, ça devient un gadget. Et si ça devient un gadget, ça m'est égal. Et c'est un peu ce qu'on voit sur certaines plateformes LMS notamment, qui ont rajouté des éléments de gamification, mais qui sont forcément décorrélés par rapport à la formation, parce que c'est des coquilles vides. Et donc, les apprenants les utilisent assez peu finalement, parce que ces éléments de gamification n'ont pas été pensés, conçus avec l'intégralité de la formation. Et donc, ça, c'est vraiment important quand on fait de la gamification en formation, que ce soit complètement lié à la pédagogie, au sujet de la formation. Ok. Dernière question, et je pense qu'on finira là-dessus parce que l'heure tourne. Oui, Mais du coup, est-ce que tu peux parler juste un petit peu des outils du coup possibles pour la gamification très rapidement, si c'est, enfin, comment oui, bien sûr. on va pouvoir les mettre en place et si vraiment ça a un impact sur la motivation intrinsèque des apprenants. Il y a plein d'outils pour jouer. Souvent, ce que je dis, c'est que le meilleur outil, c'est notre cerveau et notre enfance, nos souvenirs d'enfant. C'est-à-dire que pour faire un jeu en présentiel, quoi de mieux que de leur faire faire un Trivial Poursuite? Mais quand je dis ça, c'est assez simple finalement. On passe la matinée en présentiel sur un sujet. Pendant une demi-heure à l'issue du déjeuner, vous pouvez dire à vos apprenants, eh ben, je vous mets en 2, 3, 4 catégories, peu importe en fonction de ce que vous avez vu dans la matinée. Chacun doit écrire des questions auxquelles nous avons répondu ce matin. Donc, vous écrivez des questions. Et ensuite, vous allez vous challenger. Donc, en 2, 3, 4 équipes, vous allez challenger l'équipe d'en face sur les questions auxquelles ils ont eu les réponses ce matin. Et donc, si l'équipe d'en face a réussi à répondre, elle a gagné un point. Si vous avez réussi à faire en sorte qu'elle n'arrive pas à répondre, c'est vous qui gagnez un point, etc., etc. Donc là, je gamifie tout en m'assurant d'évaluer les apprenants, et c'est eux qui s'évaluent entre eux. Je leur fais faire une synthèse, puisque c'est eux qui écrivent les questions de ce qu'ils ont ou pas retenu dans la matinée. Et en plus, ça vous fait, vous, une base de questions et une base de réponses pour en faire un module e-learning complémentaire ou pour alimenter une prochaine session de formation, etc., etc. Donc là, je n'ai pas besoin d'outils, juste mes souvenirs de Trivial Poursuite de quand j'étais plus jeune. Donc ça, c'est facile. Et ça, c'est en plus, pour le formateur, c'est zéro temps, zéro énergie. C'est des apprenants qui s'entraînent tout seuls. Et ça marche du feu de Dieu en permanence. À chaque fois, ça marche très, très bien. Il y en a plein d'autres. On peut faire un Monopoly, on peut faire un comment dire, un Jungle Speed, un Uno, il y en a plein. Après, il y a des outils effectivement qui peuvent vous aider à faire des jeux. Et notamment, là, je vous en affiche, j'en vois un notamment, c'est Kahoot, c'est le logo de Kahoot. Kahoot, c'est sur votre téléphone portable, vous avez une question, 4 possibilités de répondre, et celui qui répond bien le plus vite possible remporte plus de points. Et donc, sur une suite de 10 questions, il y a un effet podium. Facile à mettre en place, très facile à prendre en main. Vous avez une version gratuite. Vous avez sinon un que j'aime beaucoup aussi, c'est Klaxoon, alors qui n'est pas affiché ici, mais Klaxoon, la plupart des gens connaissent maintenant cet outil-là, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, souvent on l'utilise beaucoup pour son board, donc son écran sur lequel on met des post-it digitaux. Vous avez aussi la possibilité sur Klaxoon de faire ce qu'ils appellent des aventures, c'est-à-dire une suite de questionnaires, et là aussi avec un podium, des questions à choix multiples, à choix unique, en glisser-déposer, en ordonnancement, etc. Et là, ce qui est intéressant, pareil, en synthèse d'une journée, les apprenants, ils sont sur leur téléphone, ils sont en train de se challenger, ils voient le score qui monte, qui descend en fonction de ceux qui répondent. Et donc ça marche très très bien. Et là, on voit que nos apprenants sont dans le flow. Ils ont cet outil un peu gamifié de jeu, de challenge avec les copains ou les collègues, et de qui va répondre le mieux. Et ensuite, ils trouvent tout un tas d'excuses quand ils ne répondent pas bien, etc. Donc, c'est assez rigolo. Donc, il y a plein d'outils qui peuvent vous faire des jeux. Il n'y a pas besoin de dépenser forcément des fortunes. Et ça marche très, très bien. Encore une fois, si et seulement si, je suis complètement raccord avec mon sujet de formation et d'animation. Moi, ce que je fais avec mes étudiants de Master 2 tous les ans, c'est je commence par un petit bac. Vous savez, trouvez-moi des mots sur toutes les lettres de l'alphabet sur la thématique de la pédagogie. Je les mets en 2 équipes. Alors, en Master 2, ils n'ont pas toujours l'habitude à la fac de se lever et de se challenger.
Ça les surprend. Donc, pendant 5 minutes, ils sont un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Et puis, hop, ils se mettent debout et ils se challenge sur un petit bac. Ils ont 10 minutes pour descendre l'alphabet. Et puis ensuite, ils gagnent des points, quoi. Donc, pas toujours besoin d'outils, un peu de créativité, d'ingéniosité. Et ensuite, c'est eux qui bossent et ça fonctionne très, très bien. Bon, merci Voilà pour la beaucoup. gamification. Mais il y a plein d'outils qui existent aussi. Merci Jonathan. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pardon, à nous les transmettre directement par mail ou sur notre site internet directement. Donc, merci à tous de votre participation et c'était un Merci plaisir. beaucoup. Merci Un Jonathan. grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.